181 États ont signé les conventions de Genève. Dites-leur qu'ils doivent les respecter. Bonsoir. La situation est inchangée à Mostar, en Bosnie-Herzégovine. Aux dernières informations que nous venons de recevoir, le convoi des Nations Unies qui s'y trouve est toujours bloqué. La population musulmane assiégée empêche les camions de l'ONU de repartir. Les musulmans espèrent ainsi que la présence forcée des casques bleus parmi eux empêchera les Croates de reprendre leur bombardement. Une action menée en désespoir cause. Malik Melih. Avons-nous tort d'être vivants? À travers le sourire d'un garçon, des milliers de personnes bombardées, affamées, coincées dans le ghetto musulman de Mostar posent cette question. Et comme ils ne sont pas sûrs de la réponse, ils se protègent, comme ils peuvent, en bloquant depuis 2 jours le convoi de vivres et de médicaments envoyés par l'ONU. Des camions en guise d'assurance vie. Leur présence ici, pense-t-il, leur évitera les bombardements croates. Assurance fragile, les Croates pilonnent toujours certains points du ghetto. Un enfant de 3 ans a été tué aujourd'hui, 2 autres blessés. Dans le ghetto, qui dit blessé, dit mort en sursis. L'hôpital manque de tout, les médecins impuissants ne peuvent que regarder mourir leurs patients. Ce matin, après des heures et des heures de palabres, 5 enfants grièvement blessés et 4 de leurs mères ont quand même pu quitter l'enfer du ghetto de Mostar. Les chefs militaires locaux ont laissé sortir les ambulances. 9 personnes de moins à Mostar, il en reste 55 000 prises au piège. Oui, et pendant qu'on continue de mourir dans les enclaves musulmanes, les représentants des 3 partis en présence discutent s'ils vont, oui ou non, accepter le plan de paix des Nations Unies, ce qui pourrait les ramener dès lundi à la table de négociation de Genève. Le Parlement bosniaque et les assemblées auto-désignées des Serbes et des Croates de Bosnie doivent se prononcer ces toutes prochaines heures. Leurs dirigeants prêchent pour une fois la modération, mais rien n'est joué. Jeanne Lovis. Avant de siéger ce soir avec plusieurs heures de retard, les Serbes avaient confronté leur point de vue dans des discussions serrées. Radovan Karadzic et les principaux dirigeants ont recommandé d'adopter le plan de paix de Genève. Leur argument, les Serbes obtiennent un État, le premier État serbe en Bosnie. Aux ultranationalistes opposés à toute rétrocession de territoire aux musulmans, Karadzic promet pour plus tard des négociations bilatérales. Il avertit les musulmans que ce plan doit être accepté dans sa globalité. Lors de la session extraordinaire des Bosniaques, Alija Izetbegovic a plaidé le réalisme. Nous devons diviser la Bosnie, soit en négociant, soit sur le champ de bataille. Autant le faire en négociant. Mais il affirme que le plan doit être aménagé et exige que l'application de tout accord soit garantie par l'ONU. Comme les Serbes et les musulmans, les Croates sont divisés entre eux. À leur tête, Mate Boban. C'est demain seulement qu'ils examineront le plan de paix qu'ils devraient accepter. En Israël, une déclaration qui n'est pas passée inaperçue, celle du ministre des Affaires étrangères, Shimon Peres. Il a affirmé hier dans une interview qu'un statut d'autonomie pourrait être accordé aux villes de Jéricho et Gaza, dans les territoires occupés. Du coup, l'histoire pourrait s'accélérer et le processus de paix se débloquer. L'OLP a fait bon accueil à cette déclaration, mais déjà des 2 côtés, les partisans de la fermeté se sont fait entendre. On fait le point avec Gilbert Rossian. La bande de Gaza et la province de Jéricho rendue aux Palestiniens. Si le ministre israélien des Affaires étrangères, Shimon Peres, a bien dit oui, il l'a assorti d'un mais. D'abord, la restitution envisagée ne doit en aucun cas préfigurer la création d'un État palestinien indépendant. Ensuite, Israël entend garder le contrôle de la sécurité aux frontières des 2 territoires, ainsi que celui de la sécurité des colonies d'implantation juive qui s'y trouvent. Du côté palestinien, au contraire, les proches de Yasser Arafat déclarent que la restitution de Gaza et de Jéricho est bel et bien le premier pas vers un État palestinien indépendant et que les Palestiniens exerceront une souveraineté totale sur les 2 régions restituées. Il appartiendra aux négociateurs des 2 camps de rapprocher les points de vue lors de leur retrouvailles mardi prochain à Washington, pour autant toutefois qu'ils en reçoivent le mandat. Des 2 côtés, en effet, la restitution de Gaza et de Jéricho est loin de faire l'unanimité. Ainsi, en Israël, Shimon Peres devra affronter un débat parlementaire lundi prochain à la demande de l'opposition de droite violemment opposée à toute concession territoriale aux Palestiniens. Quant au chef historique de l'OLP, Yasser Arafat, défenseur de l'option Gaza et Jéricho d'abord, son plan devra recevoir l'aval du comité exécutif de l'OLP, le gouvernement palestinien, réuni en ce moment à Tunis. Ce ne sera pas chose facile. Yasser Arafat affronte actuellement un vent de fronde plus violent que jamais au sein de ses troupes. Gaza et Jéricho d'abord, il faut encore attendre avant de pouvoir dire Gaza et Jéricho d'accord.
Dans le Kurdistan, au sud-est de la Turquie, l'armée turque a procédé à de nouvelles opérations contre les séparatistes. Les affrontements auraient fait 17 morts du côté kurde. Pendant ce temps, on est toujours sans nouvelles des otages retenus par les séparatistes du PKK, 2 Suisses et 2 Italiens enlevés il y a une semaine. Les autorités suisses maintiennent leur refus de négocier directement avec les rebelles, comme l'exigent les ravisseurs. En Suisse, une nouvelle grogne autour de l'aérodrome de la Blécherette. Une affaire pas très claire. La piste a été goudronnée sans autorisation. La municipalité de Lausanne n'a pas apprécié. Christian Séchaud. C'est une histoire qui hésite entre le grave et le ridicule. Grave parce que les responsables de l'aéroport, en goudronnant l'ensemble de la piste d'envol, ont outrepassé leurs droits. Et cela, la ville de Lausanne doit le leur faire savoir. Mais surtout ridicule parce que ce goudronnage en fait arrange beaucoup de monde. À commencer par une partie des riverains, parce que les avions décollent plus rapidement, et aussi les pilotes, parce que c'est un plus en matière de sécurité. 250 mètres de bitume en trop au milieu d'une piste qui devait être refaite, et ce sur injonction de l'Office fédéral de l'aviation civile. Voilà le litige. Aujourd'hui, c'est la ville de Lausanne qui a les cartes en main. Entre une dénonciation à la préfecture, une amende ou même des embûches dans les projets de développement futur de l'aéroport, la municipalité a le choix des armes. Quant à l'issue de cette mini-tempête, elle est encore bien incertaine, mais il est possible que l'orage n'éclate pas et que le dossier de l'aéroport puisse enfin décoller. Réponse de la municipalité ces prochains jours. Un chef-d'œuvre de l'art médiéval en péril à Neuchâtel. Il s'agit du cénotaphe de la Collégiale. Un cénotaphe, c'est un monument funéraire qui ne contient pas les restes du défunt. Eh bien, les travaux de restauration de ce chef-d'œuvre devraient commencer prochainement. Pour cela, le Conseil général de Neuchâtel doit encore approuver un crédit d'étude de plus de 600 000 francs. Roberto Bernasconi. C'est paradoxalement un acte de vandalisme qui, voici 3 ans, a révélé aux Neuchâtelois l'état de dégradation avancée de l'une des œuvres majeures de l'art médiéval européen qu'abrite leur collégiale. La chute du comte Louis a en effet mis à jour des boursouflures dans la polychromie, une érosion due aux attouchements des visiteurs, un décollement de la peinture, bref, la maladie chronique du cénotaphe. Première étape de la restauration prévue, un crédit de 600 000 francs qui devrait permettre d'étudier à fond le monument, tant sa polychromie largement retouchée au fil des siècles que les matériaux dont il est constitué, toute chose jusqu'ici inconnue. Cette première étape franchie, viendra la restauration proprement dite, devisée à 1 ou 2 millions de francs. La ville et le canton de Neuchâtel mettront la main au portefeuille, assistés par la Confédération, qui elle aussi payera son écho. Quel lien entre le Festival de la Bâtille à Genève et le Tour de France? Le lien n'est pas évident, sauf pour ceux qui ont assisté hier aux ébats de la troupe marseillaise qui a ouvert les feux. Une manière de donner le ton à cette édition du festival qui se promet d'étonner. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Oui, de la bonne humeur, mais aussi bien sûr du talent. C'est le Festival de la Bâtille à Genève, donc, qui dure jusqu'au 12 septembre. Un rapide coup d'œil maintenant sur les places boursières. En Europe, elles étaient plutôt bien orientées. Aujourd'hui, la décision de la Bundesbank allemande de ne pas modifier ses taux a plutôt touché le marché des changes. Ainsi, le dollar a continué sa baisse. Il s'échangeait en Suisse à 1,4740 €. La bourse de Paris fait l'objet d'un intérêt marqué de la part des investisseurs anglais et américains. L'indice CAC 40 a terminé à 2183,9 en dépit du repli du géant alimentaire BSN. Léger redressement du marché suisse également. Le Swiss Index a fini en hausse à 2478,5 points. Quant au Dow Jones, à la clôture à New York, il a terminé à 3636,16 points, en baisse de 0,33%. Terminons par la bourse de Tokyo. Le marché s'est repris dans l'espoir d'une baisse des taux, dans l'attente aussi de mesures de relance que le Premier ministre Hosokawa devrait prendre. Le Nikkei a terminé la séance en hausse à 27 192 points. La bourse de Tokyo a, semble-t-il, été épargnée par le cyclone qui a déferlé aujourd'hui sur l'archipel nippon. Il a frappé la côte est du pays. Des pluies diluviennes et des vents qui ont atteint 125 km/h. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. L'œil du cyclone est passé à 80 km de Tokyo.
Le Japon est resté pendant quelques heures sans moyen de communication. Tous les trains qui desservent la banlieue de Tokyo sont restés bloqués, y compris sur la ligne à grande vitesse Tokyo-Osaka. Quant aux avions des différents aéroports, ils n'ont pas pu décoller. Rien de tout cela heureusement en Suisse, même si le beau temps n'est pas encore pour cette nuit. Il faudra attendre demain après-midi pour que le soleil chasse la pluie. La température atteindra 22 degrés. Le reste du week-end devrait être ensoleillé. Voilà, c'est la fin de cette édition de TJ Nuit. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Maintenant, place au sport. Dimanche, sur la TSR, Formule 1. Prost et les autres sur les chapeaux de roue en direct de Spa-Francorchamps. Dimanche à 13h55, Grand Prix de Belgique de Formule 1.